l'économie du sport, c'est une économie appliquée. Et vous aimez dire que le seul concept théorique qui produit cette économie appliquée, c'est celui d'équilibre compétitif et non d'équilibre économique. Vous pourriez nous expliquer cela? Tout à fait. Les premiers modèles américains qui se sont développés en économie du sport ont démontré mathématiquement, ce que je ne ferai pas ici, que l'équilibre économique, c'est-à-dire la situation qui correspond au profit maximum pour la ligue et pour les clubs, n'est pas mathématiquement le même point que celui qui correspond à un équilibre de la compétition, c'est-à-dire à un équilibre entre les forces sportives des différentes équipes. Et ça, c'est une sorte de dilemme. C'est un peu ennuyeux pour les économistes d'avoir trouvé ce résultat. Pourquoi ? Parce que, en même temps, les économistes pensaient, et comme beaucoup de gens d'ailleurs, pas seulement les économistes, que plus la compétition est équilibrée, plus elle est incertaine, plus il y a de suspense, et plus ça va attirer de spectateurs. Et donc la théorie économique, à la fois, a créé un concept intéressant, mais était un peu mise en difficulté. Alors quel est le moyen d'en sortir ? Eh bien, les Américains, qui sont pourtant plutôt des économistes libéraux, ont dit « Ah ben oui, il y a une solution, c'est la régulation. On va réguler, on ne va pas laisser tout aux forces du marché, parce que si on laisse la compétition sportive aux forces du marché, on aura le maximum de profit. » Illustrons cette image, c'est un match de la Nouvelle-Zélande. Particulièrement déséquilibré. Contre le Japon, c'est ça, je crois, oui. avec un score de 83-7. Nous sommes là, l'illustration de la limite du modèle. Voilà, et on peut se poser la question, qui est intéressé par un match gagné par 80 points à 3 points, ou quelque chose de ce genre. L'écart des forces sportives est tel que ça ne devrait pas attirer des spectateurs si nombreux. Alors voilà, donc on a ça. Alors pour combler cet écart entre ce qui serait équilibré d'un point de vue sportif et ce qui rapporte le plus d'argent, c'est-à-dire l'équilibre économique, les Américains ont décidé, dans leur sport professionnel, de réguler la ligue, l'activité de la ligue. C'est-à-dire, à la limite, de planifier. J'ai écrit un article quelque part disant que le sport américain est le seul secteur économique aux États-Unis qui est quasiment socialiste. Pourquoi ? Parce que, pour rééquilibrer les forces entre les équipes, il y a un système de redistribution de toutes les recettes entre les équipes. Donc par exemple les droits de télévision, mais aussi les recettes au guichet, tout ça est partagé entre les équipes. Et ensuite, il y a des règles terriblement contraignantes sur l'embauche. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la rookie draft. C'est-à-dire tout nouveau joueur entrant dans la Major League Baseball est mis sur une liste. Il est classé d'après ses mérites sportifs sur une liste. Et les clubs sont obligés de choisir les joueurs qui sont sur cette liste dans l'ordre inverse de leur classement en championnat l'année dernière. Pourquoi ? Parce que, ce faisant, le club qui a fini dernier, il va choisir en premier, il va prendre le meilleur joueur de la liste. Le club qui était avant-dernier choisira le deuxième joueur meilleur sur la liste. Et quand le champion de l'an dernier viendra choisir, il lui restera les plus mauvais joueurs, ou les moins bons. Voilà, ça doit rééquilibrer les forces sportives. Pour la même raison, on a inventé dans les ligues nord-américaines la fameuse salary cap, c'est-à-dire le plafonnement salarial. Pourquoi ? On va plafonner la masse salariale des clubs pour que les plus riches ne puissent pas attirer tous les meilleurs joueurs en promettant les salaires les plus élevés. Donc ça doit contribuer à rééquilibrer. On a inventé la luxury tax, c'est-à-dire les clubs qui dépensent trop en salaire sont finalement taxés et le produit de cette taxe est redistribué aux clubs qui, eux, ont des masses salariales plus faibles.